vous pensiez que j'étais le héros, mais il s'avère que j'étais le dindon de la farce. Je m'appelle Carter Hawthorne, et je suis sur le point de vous conter l'histoire de la façon dont ma femme a tenté de me réduire en miettes lors du gala inaugural de son propre cabinet d'avocat. Mais d'abord, permettez-moi d'élucider comment je suis arrivé à ce moment précis, planté au milieu d'une foule d'avocats qui me considéraient comme la chute d'une plaisanterie élaborée. Tout a commencé 3 mois auparavant, un mardi matin qui ressemblait à tous les autres mardis matins dans notre existence suburbaine méticuleusement organisée. Vanessa s'affairait dans notre cuisine, ses cheveux blonds l'un attachés en ce chignon sévère qu'elle affectionnait particulièrement quand elle était en mode affaires. À 34 ans, elle possédait une ambition implacable et avait récemment inauguré son propre cabinet juridique en partenariat avec Tran Bishop. « Carter, as-tu vu ma mallette ?» demanda-t-elle, le regard détourné tandis qu'elle fouillait dans des documents sur le plan de travail en granit près de l'entrée. « Exactement là où tu l'as laissé hier soir en rentrant à minuit, répondis-je, en savourant mon café. À 38 ans, je gagnais un revenu respectable en tant que consultant en technologie et possédais un sens de l'humour désespérément sec qui suscitait invariablement soit le rire, soit l'envie de m'agresser. Souvent, c'était les deux. Elle s'arrêta, enfin, me fixant de ses yeux émeraudes qui, autrefois, rendaient mes genoux flageolants. Maintenant, ils ne provoquaient plus que de la fatigue. Je travaillais tard. Tu comprends l'importance de ce cabinet pour moi, n'est-ce pas? Tu travaillais tard avec Tran? Ne commence pas, Carter. Mais j'étais déjà engagé sur cette voie, car quelque chose me trottait dans la tête depuis des semaines. Les soirées interminables, les conversations téléphoniques furtives et la façon dont elle avait commencé à me désigner comme son mari de test en présence de ses relations. Au début, j'avais pris ça à la rigolade. Ah, très amusant, Vanessa. Sauf qu'elle persistait à le dire. Notre fille, Emily, entra dans la cuisine, son sac à dos nonchalamment jeté sur l'épaule. À 12 ans, elle avait mes cheveux noirs corbeaux et l'intellect aiguisé de Vanessa, mais, heureusement, elle avait hérité de mon aptitude à discerner les mensonges. « Maman, tu pars vraiment encore en voyage d'affaires ce week-end » demanda Emily. La mâchoire de Vanessa se contracta perceptiblement. « C'est une conférence. Absolument vitale pour le cabinet. » Étrange, remarqua Emily, attrapant une pomme dans la corbeille de fruits. Je pensais que les conférences avaient généralement des sites web. Je n'ai rien trouvé en ligne concernant la tienne. Je faillis m'étouffer avec mon café. Ma fille, l'enquêtrice. Emily, tu n'as pas besoin d'examiner attentivement chacun de mes gestes, rétorqua Vanessa. Je n'examinais rien. J'étais juste curieuse. Emily haussa les épaules avec indifférence et se dirigea vers la porte. À plus tard, papa. Au revoir, maman. Après le départ d'Emily, la cuisine sombra dans le silence, ponctué uniquement par le bourdonnement du réfrigérateur et le cliquetis rythmique des talons de Vanessa sur le carrelage. Tu as changé ces derniers temps, observai-je. Changé comment? Distante. Secrète. Comme si tu orchestrais quelque chose. Elle cessa ses mouvements et pivota pour me faire face carrément. Il y avait dans son expression une qualité que je n'avais jamais vue auparavant, une froideur qui fit plonger mon estomac. Peut-être que j'orchestre quelque chose, déclara-t-elle. Peut-être qu'il est temps que nous reconnaissions tous les deux que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ça. Nous. Toute cette mascarade de mari et femme de banlieue. Elle fit un geste ample autour de la cuisine que nous avions rénovée ensemble 2 ans auparavant. Je construis quelque chose d'authentique maintenant, Carter. Quelque chose de significatif, et j'ai besoin d'être sûr que tu es soit avec moi, soit tu ne le es pas. J'ai investi 20 millions de dollars dans ton cabinet, Vanessa. Comment puis-je être plus avec toi? Elle sourit, mais ce sourire était dépourvu de chaleur. L'argent ne fait pas tout. Cela aurait dû me servir de premier avertissement authentique, mais je fonctionnais encore avec l'état d'esprit d'un mari plutôt que d'une cible. Les semaines qui suivirent se déroulèrent dans un tourbillon de tensions croissantes. Vanessa travaillait de plus en plus tard, et ses voyages d'affaires se firent plus fréquents. Elle prit l'habitude de raconter des anecdotes sur Tran qui semblaient délibérément calculées pour inciter ma jalousie, son intelligence, son charme et sa profonde compréhension du domaine juridique d'une manière que je ne pourrais jamais saisir. Mon confident le plus proche, Nat, un ancien policier devenu détective privé, perçut immédiatement le changement dans mon comportement. « Tu as l'air d'avoir traversé l'enfer » remarqua-t-il lorsque nous nous retrouvâmes pour boire un verre dans notre bar habituel.
Nat était le genre d'individu capable de détecter les ennuis imminents à trois pâtés de maison, une qualité qui le rendait exceptionnellement compétent dans sa profession et parfois agaçant en tant qu'ami. Merci pour les encouragements. Je suis sérieux. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Vanessa? Je me suis confié à lui au sujet des nuits tardives, des excursions énigmatiques et du fossé grandissant entre nous. Nat écouta attentivement sans m'interrompre, une rareté pour lui. Veux-tu que j'enquête? Demanda-t-il une fois que j'eus terminé. Enquêter sur quoi? Allons, Carter, tu n'es pas naïf. Tu reconnais ce à quoi ça ressemble. Je le reconnaissais bel et bien, mais la reconnaissance et l'aveu sont deux concepts distincts. Pas encore, répondis-je. Laisse-moi tenter de déchiffrer tout ça d'abord. C'est ton droit. Cependant, si jamais tu changes d'avis. J'ai changé d'avis exactement une semaine plus tard. Je suis rentré plus tôt que prévu d'un rendez-vous client et j'ai découvert Vanessa au téléphone dans notre chambre, la porte fermée à clé. Je pouvais entendre sa voix à travers les murs, pas les mots précis, mais l'intonation douce, intime, la façon dont elle me parlait autrefois. Je suis resté là, planté dans le couloir, à écouter ma femme flirter avec quelqu'un d'autre que moi. 20 minutes plus tard, lorsqu'elle est descendue, elle était repassée en mode affaires. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda-t-elle. « Bien. Et ton appel ?» Rien que des affaires professionnelles. « Écoute, il faut que je te parle de quelque chose. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était le moment. Elle allait tout avouer, s'excuser et nous allions élaborer une stratégie pour rectifier cette situation. Le cabinet organise sa réception d'ouverture officielle vendredi prochain, annonça-t-elle. Tous nos investisseurs seront présents, ainsi que des clients potentiels et d'autres avocats de la ville. C'est un événement capital. D'accord. J'ai besoin de ta présence, et j'ai besoin de ton soutien. Soutien de quelle manière? Simplement, ne me mets pas dans l'embarras, Carter, s'il te plaît. C'est la soirée la plus importante de ma carrière. Je la fixai du regard, essayant de comprendre son véritable sens. Est-ce que je t'ai déjà embarrassé auparavant? Non, mais... Elle hésita, choisissant méticuleusement ses mots. Tu as une propension au sarcasme quand tu es mal à l'aise, et tu vas être mal à l'aise. Il y aura beaucoup de personnes présentes qui sont plus accomplies que toi, plus raffinées. J'ai juste besoin que tu te souviennes que tu me représentes. Me représentant comme si j'étais son employé plutôt que son mari. Ça ira, Vanessa. Excellent. Mais le costume bleu marine et modère peut-être les blagues. Elle déposa un baiser superficiel sur ma joue et monta les escaliers, me laissant planter dans notre salon, à me demander quand j'étais devenu quelqu'un qu'elle avait besoin de gérer plutôt que quelqu'un avec qui elle avait envie d'être. Le soir même, j'ai contacté Nat. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose, dis-je. Il était temps. De quoi as-tu besoin? De tout. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, historique de voyage. J'ai besoin de savoir ce que ma femme fait réellement. Tu sais que ça va faire mal. Ça fait déjà mal. Nat a fourni les premières conclusions en 48 heures. Il s'est présenté à mon bureau plutôt que de téléphoner, ce qui en disait long avant même qu'il ne prononce un mot. C'est grave, dit-il, assis en face de mon bureau, un dossier manie serré dans ses mains. À quel point? Des réservations d'hôtels enregistrées au nom du cabinet mais occupées par Vanessa Etran. Des dîners pour deux, comptabilisés comme des dépenses professionnelles. Et, Carter? Il marqua une pause, semblant sincèrement désolé. Il n'essaie même pas de le cacher. J'ai des preuves photographiques d'eux ensemble dans des restaurants, se tenant la main, s'embrassant. Ça dure depuis au moins 6 mois. 6 mois ou une demi-année de mensonges, de ma représentation en tant que mari ignorant pendant qu'elle cultivait une nouvelle existence avec un autre individu. Il y a plus, continua Nat. J'ai mené quelques enquêtes sur les finances du cabinet. Tes 20 millions de dollars, ils ne sont pas utilisés de la manière dont il prétendait qu'ils le seraient. Une partie substantielle est détournée vers des dépenses personnelles, ameublement de bureaux opulents, dîners extravagants, un véhicule de société que Tran conduit. Est-ce illégal? Cela dépend des détails de ton accord d'investissement, mais c'est incontestablement malhonnête. Je me suis appuyé contre mon fauteuil, essayant de tout digérer. Ma femme me trompait avec son associé, utilisait mes fonds pour subventionner leur liaison et avait l'intention de m'humilier lors de sa réception d'ouverture. Quelle ligne de conduite comptes-tu adopter? Demanda Nat.
J'ai l'intention d'assister à cette réception, déclarai-je, et j'ai l'intention d'être extrêmement coopératif. Le soir de la réception d'ouverture, j'ai enfilé mon costume bleu marine conformément aux instructions de Vanessa. J'ai même omis la cravate sarcastique que j'avais envisagé de porter. Je voulais projeter l'image du mari coopératif par excellence jusqu'au moment précis où je cesserai de l'être. La réception s'est déroulée dans les nouveaux bureaux du cabinet au centre-ville, un espace élégant et moderne orné de baies vitrées et d'une quantité de marbre suffisante pour construire un modeste monument. Vanessa n'avait reculé devant aucune dépense, ce qui était compréhensible, étant donné que la majorité de ses dépenses était la mienne. Je suis arrivé avec un élégant retard, précisément au moment où Vanessa prononçait son discours d'ouverture devant la foule d'avocats, de clients potentiels et d'investisseurs. Elle était à couper le souffle dans une robe de cocktail noire que je n'avais jamais vue auparavant, probablement acquise avec les fonds du cabinet. Et je n'aurais rien pu accomplir sans le soutien de mon remarquable associé, Tran Bishop, proclamait-elle lorsque je suis entré. Tran s'est avancé, tout sourire et tailleur coûteux. À 41 ans, il possédait ce genre de trait d'une beauté agressive qui lui servait probablement bien dans les salles d'audience et avec qui ma femme entretenait une liaison. « Merci, Vanessa », a-t-il déclaré, sa voix résonnant sans effort dans toute la pièce. Créer ce cabinet a été l'expérience la plus enrichissante de ma vie professionnelle. Collaborer si intimement avec quelqu'un d'aussi brillant et dévoué que Vanessa a été. Il s'est arrêté, la fixant avec une expression qui a crispé mes mains en point. Eh bien, cela a changé ma vie. L'assemblée a applaudi. J'ai observé plusieurs personnes jeter des regards dans ma direction, se demandant probablement pourquoi le mari avait l'air d'avoir des inclinations homicides. Après les discours, je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant les félicitations et engageant des conversations polies. Tout le monde était désireux de savoir à quel point je devais être fier de Vanessa, à quel point il devait être exaltant de la voir construire quelque chose d'aussi impressionnant. Vous devez avoir l'impression d'être marié à une célébrité, a remarqué Julia, la responsable du bureau du cabinet, une femme bavarde d'une cinquantaine d'années qui semblait connaître tous les potins. Quelque chose dans ce genre, ai-je répondu. Bien sûr, nous sommes tous conscients de l'étendue du soutien que vous lui avez apporté, a poursuivi Julia. Vanessa nous dit que vous êtes son mari test. Si amusant, comme si elle s'entraînait pour le véritable article. J'ai senti un frisson m'envahir l'estomac. Est-ce qu'elle dit ça souvent? Oh, constamment. Pas plus tard qu'hier, en fait. Elle plaisantait sur votre remarquable patience, lui permettant d'avoir l'espace nécessaire pour discerner ses véritables désirs chez un partenaire. Elle avance que vous êtes comme des roulettes, essentielles pour le moment, mais finalement, on dépasse le besoin de les avoir. Julia a éclaté de rire, comme si c'était la chose la plus hilarante qu'elle ait jamais entendue. J'ai esquissé un sourire et me suis excusé avant de dire quelque chose que je regretterai plus tard. J'ai repéré Vanessa près du bar, entourée d'admirateurs. Elle a remarqué mon approche, et son sourire est devenu forcé. « Carter, te voilà enfin », a-t-elle annoncé. « Tout le monde, voici mon mari. » Le célèbre mari test, s'est exclamé quelqu'un, et le groupe a répondu par des rires. « C'est moi », ai-je répondu, toujours en formation après 14 ans de mariage. Les rires se sont transformés en malaise, et les yeux de Vanessa ont lancé un avertissement. Carter a un sens de l'humour si aigu, a-t-elle déclaré rapidement, parfois trop. J'étais sur le point de répondre lorsque Tran a surgi à son coude, suffisamment près pour que leurs bras se touchent. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé, son regard fixé sur moi comme si j'étais un problème à résoudre. « Parfait », ai-je dit. Je savoure simplement toutes les plaisanteries sur mon mariage. « Ce ne sont pas des plaisanteries, Carter », a rétorqué Vanessa, sa voix assez tranchante pour fendre du verre. Ce sont des observations. La coterie qui nous entourait s'est tue. Je sentais que tout le monde regardait, anticipant les événements à venir. Observation, ai-je répété. Sur le fait que je ne suis qu'un entraînement pour le véritable article. Peut-être devrions-nous en discuter plus tard, a suggéré Tran, se positionnant subtilement devant Vanessa, comme pour la protéger de moi, son mari. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. En fait, parlons-en maintenant, ai-je proclamé, assez fort pour que la moitié de la pièce entende, étant donné que tout le monde semble déjà posséder une connaissance si intime de mon mariage. Carter, ne fais pas ça, a sifflé Vanessa, mais j'en avais assez d'accepter ses ordres. Voulez-vous savoir ce qui est amusant, ai-je demandé à la foule, qui me fixait maintenant ouvertement. Ma femme pense que je suis son mari test,
un entraînement pour quand elle trouvera quelqu'un de supérieur. Quelqu'un comme son associé, avec qui elle a une liaison depuis 6 mois. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Vanessa s'est vidé de sa couleur, puis a viré au cramoisi. Comment oses-tu? Comment osais-je quoi? Dire la vérité? Montrer à tout le monde les photographies que mon détective privé a prises de toi et de Tran au Marriott mardi dernier. J'ai récupéré mon téléphone, où Nat avait chargé plusieurs photos sans équivoque de Vanessa et Tran dans une situation qui pourrait être généreusement qualifiée de compromettante. Carter, arrête, implora Tran, en s'avançant vers moi. Ou quoi? Tu vas intenter une action en justice contre moi? Avec quel fonds? Parce qu'à partir de cet instant, je retire mon investissement de cette entreprise. La totalité des 20 millions. Un souffle collectif parcourut la foule. Quelqu'un laissa tomber un verre. Tu ne peux pas faire ça, protesta Vanessa, la voix tremblante. En fait, si. J'ai fait examiner l'accord d'investissement hier par mon conseiller juridique. Il y a une clause de moralité qui me permet de retirer le financement si l'un des associés adopte une conduite susceptible de ternir la réputation de l'entreprise. Je dirais qu'entretenir une relation sexuelle avec son associé alors qu'on est marié à son principal investisseur remplit certainement les conditions. J'ai balayé la pièce du regard, observant tous les visages stupéfaits, les avocats et les clients potentiels qui assistaient à un spectacle bien différent de celui qu'ils avaient anticipé. Alors, félicitations à tous. Vous venez d'assister à la dissolution du cabinet Bishop et Hawthorne Law. J'espère que vous avez apprécié la fête. Je me suis retourné pour partir, mais Vanessa m'a saisi le bras. Attends, supplia-t-elle désespérément. Nous pouvons rectifier cela. Nous pouvons parvenir à un accord à l'amiable. J'ai examiné sa main sur mon bras, puis son visage. Pendant un bref instant, j'ai aperçu la femme dont j'étais tombé amoureux 15 ans auparavant. Mais il était trop tard pour cette femme. La seule question que nous devons résoudre, ce sont les modalités de garde, déclarai-je en retirant doucement sa main. Émilie reste avec moi. Hors de question. Elle a 12 ans, Vanessa, l'âge de déterminer avec quels parents elle préfère vivre. Et vu ton intérêt pour ta nouvelle vie, je doute que ce choix soit difficile pour elle. Je me suis dirigé vers la sortie, laissant derrière moi les murmures et les regards choqués. Alors que j'atteignais la porte, j'ai entendu la voix de Tran derrière moi. Ce n'est pas fini, Carter. Je me suis retourné une dernière fois. Tu as raison. Ça ne l'est pas. Mais je me suis trompé à ce sujet. Ce n'était que le début. 3 jours après le fiasco de la fête, mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. C'était Émilie qui appelait de l'appartement de sa mère, où elle logeait depuis l'explosion. « Papa, je dois te dire quelque chose, dit-elle, la voix basse comme si elle essayait de ne pas être entendue. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Maman part pour un autre voyage de travail. Elle prétend que c'est pour rencontrer des investisseurs potentiels qui pourraient avoir les moyens de sauver l'entreprise. Je me suis redressé sur mon lit, immédiatement alerte. Quand ça? Aujourd'hui. Elle part dans 2 heures pour une conférence d'affaires à bord d'un bateau de croisière. Elle prétend que c'est exceptionnellement exclusif, réservé uniquement aux meilleurs professionnels du droit. Après tout ce qui s'était passé, Vanessa partait en croisière en utilisant des fonds de l'entreprise qui, techniquement, m'appartenaient encore jusqu'à ce que les documents juridiques soient finalisés. Émilie, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, dis-je. Peux-tu savoir précisément quel est le nom de ce bateau de croisière et quand il part? C'est déjà fait. Le Caribbean Princess, qui part de Miami à 4 heures cet après-midi. Papa, je ne crois pas que ce soit vraiment un voyage de travail. Je l'ai entendu au téléphone hier soir en train de discuter avec Tran de la façon d'emballer de la crème solaire et des maillots de bain. Ma fille de 12 ans était une meilleure détective que la plupart des adultes. Tu as été formidable, ma grande. Écoute, ça te dirait de partir à l'aventure avec ton vieux. Quel genre d'aventure? Le genre où on s'invite à la fausse conférence de travail de ta mère. Émilie resta silencieuse un instant. Et est-ce qu'on peut emmener oncle Nat? Je n'oserais pas le laisser derrière nous. 2 heures plus tard, je récupérais Émilie devant l'immeuble de Vanessa. Vanessa était déjà partie pour l'aéroport, selon Émilie, accompagnée de 3 valises et d'un bagage à main rempli de ce qui semblait être des vêtements de vacances. Nat attendait dans mon allée à notre retour, adossé à sa voiture avec un sac de sport et un sourire qui laissait présager des bêtises. « Alors, on y va vraiment ?» demanda-t-il.
On y va vraiment. Pouvez-vous nous emmener à Miami? Je peux nous emmener à Miami, sur ce bateau, et nous ramener à la maison sans que personne ne détecte notre présence. J'ai une connaissance qui me doit une faveur. Quel genre de connaissance? Le genre qui possède un bateau très rapide et qui évite de poser trop de questions. 4 heures plus tard, nous nous tenions sur un quai à Miami, levant les yeux vers le Caribéan Princess alors qu'il se préparait à partir. Le navire était immense, 12 ponts d'hébergements opulents et de lieux de divertissement. Quelque part à bord, ma femme sirotait probablement du champagne avec son amant, célébrant leur nouvelle vie ensemble. L'acolyte de Nat s'avéra être un ancien névicile bourru du nom de Pet, qui semblait avoir été sculpté à partir de bois flottés et de décisions mal avisées. « Vous êtes certain de votre choix ?» demanda Pet en consultant sa montre. « Une fois que ce navire quitte le port, nous sommes engagés. La prochaine escale est Cozumel, et c'est là que vous devrez exécuter votre manœuvre. »« J'en suis certain, dis-je. »« Qu'est-ce que vous comptez faire précisément une fois à bord ?»« Engager une conversation avec ma femme. » Pet jeta un coup d'œil à Nat, qui haussa les épaules. Il paie en liquide, et personne ne se blesse. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Nous observâmes le Caribéan Princess quitter le quai, son klaxon résonnant sur l'eau. Émilie se tenait à côté de moi, sa main dans la mienne, nous fixant tous deux le navire qui emportait la femme qui nous avait trahis tous les deux. Elle va être vraiment surprise de nous voir, dit Émilie. C'est le but. Les 18 heures qui suivirent s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante. Le bateau de Pet était rapide mais inconfortable, et aucun de nous ne dormit beaucoup pendant que nous filions dans la nuit vers Cozumel. Émilie le supporta mieux que je ne l'avais prévu, recroquevillée dans la minuscule cabine avec un livre et un sac de snacks, montant de temps en temps sur le pont pour surveiller notre progression. « Tu te rends compte que c'est de la folie, n'est-ce pas ?» dit Nat alors que nous regardions le soleil levant peindre l'océan de teintes d'or et de rose. « Complètement dingue. » Je suis d'accord. Bien. J'avais peur que tu ne perdes ton mordant. Nous arrivâmes à Cozumel 2 heures avant l'heure d'amarrage prévue du Caribéan Princess. Pet connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, et au moment où le paquebot arriva, nous possédions des tenues de touristes, de fausses pièces d'identité et un plan qui était soit brillant, soit complètement imbécile. Rappelez-vous, dit Nat alors que nous nous apprêtions à embarquer avec la foule de touristes d'un jour, nous sommes simplement 3 Américains qui cherchent à s'amuser. Père, fille et oncle en vacances. Personne ne fait attention aux familles. Le navire était encore plus impressionnant de l'intérieur. Des sols en marbre, des lustres en cristal et suffisamment de garnitures dorées pour financer une petite nation. Nous naviguâmes à travers la foule de passagers, à la recherche d'un signe quelconque de Vanessa ou de sa conférence de travail. Émilie les repéra en premier. « Papa » murmura-t-elle en tirant sur ma manche. Terrasse de la piscine, 11 heures. Je jetai un coup d'œil dans la direction qu'elle indiquait et sentis ma mâchoire se serrer. Il y avait Vanessa, allongée au bord de la piscine dans un bikini qui ne provenait certainement pas de la section vêtements d'affaires d'aucun magasin. À côté d'elle, Tran cultivait son bronzage et ce qui semblait être sa 3e boisson de la journée. Mais il n'était pas seul. Julia du bureau était présente, ainsi que Marc, le jeune avocat, et Tasha, la juriste. Tout le personnel de base du cabinet d'avocats désormais disparu, tous savourant des vacances dans les Caraïbes grâce à mes fonds d'investissement. Quelle conférence de travail, marmonna Nat. Nous trouvâmes une table au bar de la piscine avec une vue imprenable sur le groupe de Vanessa. Je commandai des boissons et tentai de projeter l'image d'un touriste tout en écoutant ma femme rire de quelque chose que Tran disait. Elle semblait détendue, voire satisfaite, comme si anéantir notre mariage et détourner mes fonds avait été la décision la plus judicieuse qu'elle ait jamais prise. « Quel est le plan ?» demanda Émilie en sirotant son daiquiri vierge. « Nous attendons, dis-je. Ce soir, il y a une soirée masquée. La couverture parfaite pour une petite réunion surprise. » La soirée masquée était organisée dans la salle de bal principale du navire, un espace caverneux avec une piste de danse, de multiples bars et suffisamment d'ombre pour dissimuler une armée. Nous avions acquis des masques à la boutique de souvenirs du navire. Le mien, une étude en noir et argent, contrastait fortement avec celui d'Émilie, orné de plumes de pan vibrantes, tandis que celui de Nat possédait une qualité de super-héros. La fête battait déjà son plein à notre arrivée. Des couples se balançaient au rythme de la musique d'un groupe live, tandis que des serveurs en smoking se frayaient habilement un chemin à travers la foule, offrant des flûtes de champagne et de délicieux hors-d'œuvre. Il me fallut une bonne dizaine de minutes pour localiser Vanessa au milieu de la foule de fêtards masqués.
Elle était resplendissante dans une robe cramoisie qui accentuait chacune de ses courbes, son visage partiellement dissimulé par un masque doré qui lui donnait l'air d'une étrangère belle, mais dangereuse. Tran, toujours l'image du succès, se tenait à côté d'elle dans un veston blanc impeccable, incarnant le rôle d'un avocat triomphant célébrant une victoire mémorable. J'attendis mon heure jusqu'à ce qu'il soit isolé à l'un des bars les plus isolés, puis exécuter mon approche. « Excusez-moi, commençai-je, en m'approchant délibérément de Vanessa. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous remarquer de l'autre côté de la pièce. Vous me dites quelque chose. » Elle tourna son regard vers moi, offrant le sourire poli que l'on réserve aux visages inconnus lors des rassemblements sociaux. « Je ne crois pas que nous ayons fait officiellement connaissance, déclara-t-elle. Oh, mais si. 14 ans plus tôt, en fait. Vous avez juré de m'aimer, de m'honorer et de me chérir, vous souvenez-vous? D'un geste vif, je retirai mon masque. La couleur disparut du visage de Vanessa avec une telle rapidité que je craignis réellement qu'elle ne s'évanouisse. Le verre de Tran lui échappa des mains, se brisant sur le sol poli. « Carter, » murmura Vanessa, sa voix à peine audible. « Que faites-vous ici ?» demandai-je, projetant ma voix pour que les couples à proximité puissent clairement entendre. « Assister à votre conférence professionnelle, bien que je doive avouer que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Où sont les séminaires juridiques, les événements de réseautage, les ateliers de développement professionnel ?» Je fis une pause pour les faits. « Comment m'avez-vous découvert ?» continuai-je. « Ce n'était pas particulièrement difficile. Vous n'êtes pas aussi intelligente que vous le croyez, Vanessa. Aucun de vous deux ne l'est. » Tran retrouva finalement son sang-froid, sa voix empreinte de colère. « Vous devez partir immédiatement. En fait, je crois que je vais rester. C'est un établissement public, et j'ai acheté ses billets, comme tout le monde. Eh bien, techniquement, j'ai aussi financé vos billets, étant donné que vous utilisez des fonds que vous m'avez détournés. » Nous n'avons rien détourné, siffla Vanessa, jetant des regards nerveux autour d'elle alors qu'un nombre croissant de participants commençait à remarquer le drame qui se déroulait. Vraiment? Parce que je possède des relevés bancaires illustrant que des fonds de l'entreprise, mes fonds d'investissement, ont été utilisés pour financer cette petite escapade. 5 billets de première classe, des suites de luxe, des forfaits boissons illimités. Cela représente environ 60 000 $ de mon argent que vous dilapidez en margarita et en bains de soleil. L'entreprise nécessitait un team building. L'entreprise est défunte, Vanessa. Vous l'avez effectivement liquidée lorsque vous avez décidé de la transformer en votre tirelire personnel et votre agence de rencontres. À ce stade, nous avions attiré un public considérable. D'autres passagers nous fixaient ouvertement, certains enregistrant même le spectacle avec leur téléphone portable. Le groupe avait cessé de jouer. Vous vous ridiculisez, affirma Tran, se rapprochant comme s'il envisageait une intervention physique. Je me ridiculise? Ce n'est pas moi qui ai une liaison avec mon associé. Oh, attendez, ai-je oublié de mentionner que Tran est aussi marié? Sa femme, Sarah, est probablement chez elle en ce moment même, se demandant pourquoi son mari avait besoin de partir en voyage d'affaires avec sa collègue. Le visage de Tran devint écarlate. Tais-toi. Ou quoi? Vous allez engager des poursuites judiciaires contre moi? Avec quel cabinet d'avocats? Vous allez me provoquer en duel devant tous ces témoins et ces caméras. Je fis un geste vers le rassemblement de passagers qui documentait désormais ouvertement notre confrontation. Acceptez la réalité, Tran. Vous êtes un tricheur, un voleur et un lâche, et maintenant tout le monde le sait. C'est à ce moment précis que Tran commit son erreur. Il saisit mon bras et tenta de me repousser loin de Vanessa. Je ne suis pas un bagarreur, je ne l'ai jamais été. Cependant, je ne suis pas non plus faible, et je possédais l'avantage distinct de l'indignation justifiée et d'une année d'entraînement régulier avec un entraîneur personnel. Lorsque Tran établit un contact physique, je ripostai en attrapant sa coûteuse veste de smoking blanche et en utilisant son propre élan pour le propulser en arrière, directement dans la piscine. Le plouf qui en résulta fut vraiment magnifique. Tran fut complètement submergé, refaisant surface en crachotant et en jurant, ses cheveux méticuleusement coiffés désormais collés à son crâne et sa veste blanche immaculée rendue transparente et moulant son physique d'avocat quelque peu mou. La foule assemblée éclata en acclamations. Quelqu'un commença même à applaudir. Espèce de fils de pute. Tran hurla, tentant de s'extirper de la piscine avec le peu de dignité qu'il pouvait sauver. C'est monsieur fils de pute pour vous, rétorquai-je, avant de recentrer mon attention sur Vanessa. Quant à vous, chère épouse,
j'ai un petit cadeau pour vous. Je sortis une enveloppe de la poche de ma veste et la lui présentai. Acte de divorce? Déjà déposé. J'invoque l'infidélité, la fraude et les différends irréconciliables. Vous y trouverez également une plainte pour la récupération des 20 millions de dollars que vous et votre amant m'avez détournés, y compris les intérêts et les dommages et intérêts. Les mains de Vanessa tremblaient en acceptant l'enveloppe. J'engage également une procédure pour la garde exclusive d'Emily, qui, au demeurant, est celle qui a compris que vous mentiez sur le fait qu'il s'agissait d'un voyage d'affaires légitime. Notre fille de 12 ans possède plus d'intelligence que vous deux réunis. Emily est ici? Vanessa scruta la foule avec frénésie. Juste ici, maman, répondit Emily, apparaissant à mes côtés avec Nat à sa suite. Elle avait retiré son masque, et son expression était plus glaciale que je ne l'avais jamais vue. Chérie, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu me trompes depuis des mois? Comment tu as volé l'argent de papa? Comment as-tu pu emmener ton petit ami sur un faux voyage d'affaires et me laisser avec une babysitter pour jouer à la famille avec lui? La voix d'Emily résonnait dans la salle de bal silencieuse. Chacun dans la pièce était captivé par ses paroles. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Vanessa, faiblement. Il se trouve que tu as détruit notre famille pour un homme qui n'est même pas capable de nager correctement, rétorqua Emily, lançant un regard méprisant à Tran, qui était encore dégoulinant d'eau de piscine et tentait de se cacher avec une serviette de cocktail. C'est à ce moment que la sécurité arriva. 3 hommes imposants en uniforme se frayèrent un chemin à travers la foule, suivis d'un officier qui semblait gérer des altercations sur des bateaux de croisière depuis des décennies. « Quel est le problème ici » demanda l'officier. « Ces individus nous maltraitent » répondit Vanessa rapidement. « Ils ne sont même pas autorisés à être sur ce navire. » En fait, intervint Nat, en sortant son téléphone portable, nous possédons des billets et une identification valide. Nous sommes des passagers, comme tout le monde. Et nous possédons une vidéo prouvant que M. Bishop a agressé mon ami avant de tomber involontairement dans la piscine. Il m'a poussé, protesta Tran, l'eau dégoulinant encore de ses cheveux. La vidéo montre clairement que vous avez attrapé M. Osborne en premier, affirma Nat calmement. La légitime défense est autorisée dans les eaux internationales, comme partout ailleurs. L'officier de sécurité scruta la foule de témoins assemblés, tous hochant la tête en signe d'approbation et brandissant leur téléphone portable. Madame, s'adressa-t-il à Vanessa, est-il exact que vous utilisez des fonds de l'entreprise pour financer un voyage personnel? C'est une affaire privée. C'est de la fraude, rétorquai-je, en lui tendant un dossier rempli de documents, de relevés bancaires, de contrats d'investissement et de preuves corroborant que ces 5 individus utilisent des fonds détournés pour financer des vacances, tout en prétendant faussement qu'il s'agit de frais professionnels. L'officier parcourut les documents, son visage devenant progressivement plus grave à chaque page. « Je vais vous demander de me suivre, tous, déclara-t-il finalement. « Tous » demanda Vanessa. « Madame, vous pourriez être accusée de fraude, de vol et de production de fausses déclarations d'assurance. Le service juridique du navire devra trancher cette question avant que nous n'atteignions le prochain port. » Alors que la sécurité commençait à escorter Vanessa et son entourage, elle se retourna une dernière fois vers moi. « Ce n'est pas fini, Carter. »« Vous avez raison, » affirmai-je. « Ce n'est pas fini. Cependant, la prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce sera au tribunal de divorce. Et je vous assure que ce sera encore plus agréable que ça. » La foule éclata en applaudissements alors que Vanessa et Tran étaient emmenés, tous deux trempés jusqu'aux os et complètement humiliés. Emily glissa sa main dans la mienne alors que nous les regardions disparaître dans le bureau de sécurité du navire. « Papa? »« Oui, ma chérie. La prochaine fois que maman partira en voyage d'affaires, peut-être pourrions-nous simplement lui envoyer une carte postale à la place. » Je ris, un son que je n'avais pas produit depuis des mois. D'accord. Nous sommes rentrés à Miami le lendemain matin. Après avoir fourni nos déclarations au service juridique du navire et aux agents du Bureau fédéral d'investigation qui nous attendaient au port, Vanessa et ses associés ont été arrêtés pour être interrogés, leurs vacances étant définitivement terminées. Le voyage de retour m'a donné l'occasion de réfléchir à la suite des événements. Les papiers du divorce avaient été officiellement déposés, l'affaire de fraude était entre les mains des procureurs fédéraux et Emily avait clairement exprimé son désir de vivre avec moi. Cependant, j'étais parfaitement conscient que Vanessa n'abandonnerait pas sans se battre férocement. Ma prémonition s'est avérée exacte. La première salve est arrivée 3 jours après notre retour.
J'étais dans mon bureau lorsque mon assistante est intervenue via l'interphone. Monsieur Hawthorne, il y a une femme des services de protection de l'enfance ici. Elle affirme qu'elle doit vous parler au sujet d'Emily. Mon sang s'est glacé. J'ai demandé à mon assistante de la faire entrer. L'employée des services de protection de l'enfance était une femme d'une cinquantaine d'années à l'air fatiguée, nommée Margaret Chen. Elle portait un bloc-notes et avait l'air d'avoir été témoin d'une quantité excessive de souffrances humaines. Monsieur Hawthorne, je suis ici parce que nous avons reçu un signalement alléguant que vous exposez votre fille à des situations inappropriées et à des individus potentiellement dangereux. Quel type de signalement? L'appelant a affirmé que vous avez emmené Emily lors d'un voyage non autorisé hors de l'État, que vous l'avez impliquée dans des conflits d'adultes et que vous fréquentez des criminels. J'ai senti une familiarité monter de rage en moi. Permettez-moi de deviner. Un tuyau anonyme. Je ne suis pas autorisé à divulguer la source du signalement. Vous n'avez pas besoin. Ma femme tente de vous instrumentaliser pour mener une bataille pour la garde de notre fille. Elle est consciente qu'elle ne peut pas gagner au tribunal. L'expression de Margaret Chen est restée inchangée. Quelle que soit la source, je suis tenu d'enquêter sur tous les signalements concernant le bien-être de l'enfant. Je vais devoir parler à Emily. Et je vais devoir évaluer vos conditions de vie. Naturellement. Emily est actuellement à l'école, mais elle sera à la maison à 3h30. Vous êtes la bienvenue pour lui parler à ce moment-là. Je préférerais lui parler à l'école, loin de votre influence. Cela m'a piqué, mais j'ai compris que les services de protection de l'enfance devaient être méticuleux. Comme vous le jugerez nécessaire, ai-je concédé. Cependant, j'insiste pour que mon avocat soit présent. C'est votre droit. Après son départ, j'ai contacté mon avocat. Puis Nat. Vanessa a recours à des tactiques sournoises, les jeux informés. Plus sournoises que de détourner 20 millions de dollars et d'avoir une liaison avec toi avec son associé. Elle a contacté les services de protection de l'enfance, leur a dit que j'exposais Emily à des situations dangereuses. Nat est resté silencieux pendant un moment. Elle est désespérée. C'est de bon augure pour nous. Les individus désespérés sont sujets à des erreurs de jugement, cependant, la vigilance est primordiale. Les services de protection de l'enfance opèrent avec un sérieux inébranlable. Quel plan d'action me conseilles-tu? Documente méticuleusement tout, chaque conversation, chaque interaction avec Emily, et chaque tentative de Vanessa de te contacter, toi et Carter. En effet, peut-être le moment est-il venu d'adopter une position proactive. J'ai compris son implication. Jusqu'à présent, mes actions avaient été une réaction aux manœuvres de Vanessa, mais je possédais des ressources dont elle n'était pas consciente ou des informations capables de démanteler ce qui restait de sa réputation et de sa vie professionnelle. Quel plan envisages-tu? Rejoins-moi au bar Murphy S ce soir. Amène Emily si tu le souhaites, leurs burgers sont assez savoureux. Nous allons élaborer une petite campagne de relations publiques. Ce soir-là, Emily et moi occupions une banquette d'angle au Murphy S tandis que Nat étalait des photos, des documents et un ordinateur portable sur la table en bois marqué. Très bien, a-t-il commencé. Voici ce que nous savons actuellement. Vanessa et Tran ont une liaison depuis 8 mois, et non 6 comme on le soupçonnait initialement. Ils ont détourné environ 23 millions de dollars provenant de diverses sources, comprenant les fonds de tes clients investisseurs et l'argent provenant du fonds fiduciaire de la femme de Tran. Il a volé sa propre femme, a demandé Emily en levant les yeux de son burger. Ça s'améliore. Tran a été marié 3 fois. Chaque mariage a abouti à des difficultés financières mystérieuses pour la femme et à des aubaines suspectes pour lui. Il est, fondamentalement, un escroc professionnel qui se trouve être titulaire d'un diplôme de droit. Et Vanessa est au courant de tout cela. Elle l'a aidé à créer les sociétés écrans qu'il a utilisées pour dissimuler les fonds. Ta femme n'est pas seulement une tricheuse, Carter, c'est un cerveau criminel. J'ai regardé attentivement les preuves étalées sur la table. Relevés bancaires, impressions de mails et photos de surveillance dépeignaient collectivement un schéma de fraude systématique remontant à des années. Comment as-tu obtenu tout ça? Je maintiens des amitiés dans des endroits avantageux. Et la première femme de Tran a fait preuve d'une coopération exceptionnelle une fois qu'elle a constaté ce qu'il avait perpétré contre sa victime actuelle. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Nat a souri. Nous avons l'intention de les anéantir professionnellement, socialement et financièrement. Au moment où nous aurons terminé, ils seront heureux de trouver un emploi pour nettoyer les toilettes. Est-ce que c'est dans les limites de la loi?
Chaque action que nous entreprendrons sera parfaitement légale ou embarrassante, humiliante et dévastatrice. Cependant, légale. Émilie a levé les yeux de ses frites. Quelle aide puis-je apporter, papa? C'est une affaire d'adulte, ma chérie. Elle a enrôlé des inconnus pour fabriquer des mensonges sur toi. Elle a essayé de te faire passer pour un père défaillant. Je veux aider. J'ai regardé ma fille de 12 ans, j'ai perçu la détermination dans ses yeux et j'ai reconnu qu'elle possédait une plus grande résilience que je ne l'avais précédemment reconnue. Très bien, ai-je concédé. Cependant, nous allons exécuter cela intelligemment et correctement. La phase initiale de notre campagne a commencé le lendemain matin pendant qu'Émilie était à l'école pour un entretien avec les services de protection de l'enfance. J'étais situé à l'autre bout de la ville, dans les bureaux du principal journal de la ville, en train de m'entretenir avec une journaliste d'investigation nommée Jessica Walsh. Jessica, dans la trentaine, avait remporté des prix pour avoir dénoncé la corruption au sein du gouvernement de la ville et possédait le genre d'instinct prédateur qui faisait se réveiller les politiciens sans scrupule en sueur froide. C'est toute une histoire, a-t-elle remarqué en parcourant les documents que Nat et moi avions préparés. Des conjoints infidèles, des fonds détournés, des voyages d'affaires fabriqués où ça ressemble à un feuilleton. Ça dégénère, ai-je interrompu. Nous possédons des preuves indiquant que Tran Bishop a déjà agi de la sorte avec plusieurs épouses, et nous avons des raisons de croire qu'il y a d'autres victimes, des clients qui lui ont confié leurs finances. Vous faites allusion à un schéma de fraude qui remonte à des années? Précisément. Et le milieu juridique doit en être informé avant qu'il ne trouve un autre complice pour frauder. Jessica s'est adossée à sa chaise, me scrutant de ses yeux bruns perçants. Que me demandez-vous? Je souhaite que vous diffusiez la vérité ou toute la vérité. Que les gens puissent se faire leur propre opinion sur la personne à qui ils confient leurs finances et leurs difficultés juridiques. Et si cela détruit la réputation de votre femme au passage? Ma femme a pris sa décision lorsqu'elle a choisi de me voler et de mentir à notre fille. Je m'assure simplement qu'il y ait des répercussions. L'article a été publié 3 jours plus tard en première page de la section économique. Le titre proclamait « Un cabinet d'avocats local s'effondre sous le poids des allégations de fraude ». En dessous, une photo de Vanessa et Tran à leur soirée d'inauguration, où ils apparaissaient confiants et prospères. L'article était accablant. Jessica avait mené ses recherches avec diligence, retrouvant les anciennes épouses de Tran, les clients qui avaient subi des pertes financières et les autorités légales qui expliquaient précisément comment le stratagème avait fonctionné. Elle avait également obtenu des copies du rapport d'incident sur le bateau de croisière, avec les témoignages des témoins et les images de surveillance. À midi, l'histoire avait été diffusée par 3 autres journaux et 2 chaînes de télévision locales. Le soir, elle était en tête des tendances sur les réseaux sociaux. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner ou des journalistes cherchant des interviews, d'anciens clients du cabinet posant des questions. Des amis et des membres de ma famille qui avaient parcouru les nouvelles. J'ai laissé la plupart des appels aller à la messagerie vocale, mais j'en ai accepté un. Carter, c'est Julia du cabinet. J'ai besoin de vous parler. Julia? La directrice de bureau, toujours à colporter des rumeurs, qui plaisantait sur le fait que j'étais un mari test? Que me voulez-vous, Julia? Je souhaite vous présenter mes excuses, et je souhaite vous aider. M'aider à quoi? À détruire cette sorcière. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville. Julia avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, ses cheveux d'habitude impeccables étaient en désordre et son maquillage était coulé. Je n'étais absolument pas au courant, a-t-elle dit avant même que je ne puisse m'asseoir. Pour l'argent, je veux dire. J'étais au courant de la liaison, tout le monde était au courant de ça. Mais je pensais que ce n'était que des potins de bureau, vous comprenez? Je ne réalisais pas qu'ils se livraient à du vol. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement d'attitude? Quand le Bureau fédéral d'investigation s'est présenté à mon appartement hier matin avec un mandat de perquisition. Apparemment, certaines des transactions sont passées par des comptes à mon nom. Ils soupçonnent que j'étais complice. L'étiez-vous? Non. Je me suis contenté de signer des documents quand Vanessa me le demandait. Je lui faisais confiance. La voix de Julia s'est brisée. Je pourrais potentiellement être incarcéré, Carter, pour quelque chose dont j'étais totalement ignorante. J'ai éprouvé un pincement de sympathie pour elle. Julia était peut-être une commère et imprudente, mais ce n'était pas une criminelle. Que me demandez-vous? Je souhaite témoigner contre 2. J'ai accès à des dossiers, des courriels et des documents financiers ou des éléments qui pourraient étayer votre dossier. En échange de quoi?
Aidez-moi à obtenir une représentation juridique compétente. Et peut-être intervenir auprès des procureurs pour leur faire comprendre que je n'étais qu'un pion dans leur machination. J'ai scruté son visage, à la recherche d'indices de tromperie. Tout ce que j'ai discerné, c'était de la crainte et du regret. Très bien, ai-je concédé. Mais j'ai besoin de tout, chaque document, chaque conversation dont vous vous souvenez, chaque détail concernant leur mode opératoire. Vous l'aurez demain. Ce soir-là, Émilie et moi étions en train de dîner quand la sonnette a retenti. À travers le judas, j'ai aperçu une femme que je ne reconnaissais pas, tenant une grande enveloppe. Monsieur Osborne ? Je suis Sarah Bishop, la femme de Tran. J'ai ouvert la porte. Sarah était une femme menue et élégante d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants et dotée de cette dignité tranquille qui émane de ceux qui ont survécu à des moments difficiles. Madame Bishop, je suis désolé pour tout. Ne le soyez pas. C'est moi qui devrais vous remercier. Elle a tendu l'enveloppe. J'ai pensé que ces choses pourraient vous intéresser. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des photographies et ce qui semblait être une correspondance entre Tran et plusieurs autres femmes. Il m'a été infidèle pendant des années, a déclaré Sarah calmement. Avec des clientes, avec des collègues, avec toute personne susceptible de faire avancer sa carrière ou de lui donner accès à des fonds. Votre femme n'est que la dernière d'une longue série. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Parce que je souhaite qu'il expie ce qu'il a commis contre moi, contre vous, contre toutes les femmes qu'il a exploitées et rejetées. Et parce que, elle fit une pause, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule vers la maison où Émilie simulait le désintérêt depuis la salle à manger. Parce que vous avez une fille qui mérite mieux que de voir sa mère se soustraire à ses responsabilités. J'examinai les documents avec diligence. Il y avait des relevés bancaires illustrant des virements des comptes de Sarah vers des sociétés écrans contrôlées par Tran, des photographies de lui avec diverses femmes, et des courriels discutant d'opportunités d'affaires qui étaient manifestement des relations personnelles. C'est suffisant pour le détruire, affirmai-je. C'est le but. J'en ai déjà fourni des copies au Bureau fédéral d'investigation et à mon avocat spécialisé dans les divorces, mais j'ai supposé que vous pourriez les désirer pour votre propre affaire. Merci. Sarah sourit tristement. Bonne chance, monsieur Osborne. J'espère que vous obtiendrez la justice que nous méritons tous les deux. Après son départ, Émilie entra dans le salon, où j'étais en train de ranger les preuves nouvellement acquises. Papa, combien de personnes ont-ils blessé? Beaucoup, ma chérie, au plus que nous ne le savions. Heureusement que nous les arrêtons. En effet, heureusement. Le lendemain matin apporta d'autres développements positifs. L'assistante sociale des services de protection de l'enfance me contacta pour m'informer qu'après avoir interrogé Émilie, ses professeurs et plusieurs de nos voisins, elle fermait le dossier. Votre fille est manifestement bien soignée et heureuse, déclara Margaret Chen. Elle parle de vous en termes extrêmement favorables, et tous ceux avec qui j'ai conversé ont corroboré le fait que vous êtes un père dévoué. Les allégations semblent avoir été sans fondement. Qu'en est-il de la personne qui a déposé le signalement? Déposer de faux signalements auprès des services de protection de l'enfance est un crime, monsieur Osborne, nous le prenons très au sérieux. Après avoir mis fin à l'appel, je contactai Nat pour lui fournir la mise à jour. C'est une excellente nouvelle, répondit-il. Cependant, nous n'en avons pas encore fini. Je viens d'apprendre que Vanessa et Tran sont de retour en ville, ils ont payé leur caution hier. Où résident-ils? Tran possède un appartement en centre-ville, un établissement cher, probablement acheté avec des fonds volés. Cependant, voici l'aspect intéressant. Sa femme a changé les serrures de leur résidence et a gelé tous leurs comptes communs, il est essentiellement sans abri. Et Vanessa? Ses parents ont rompu les liens avec elle. Apparemment, ils ont regardé la couverture médiatique et ont décidé qu'ils ne souhaitaient pas être associés à une affaire de fraude fédérale, elle réside avec Tran. Ils sont donc désargentés, sans abri et confrontés à des accusations fédérales. Ça s'améliore. L'ordre des avocats lance une enquête éthique, même s'ils battent les accusations criminelles, ils perdront probablement leur licence d'exercice du droit. J'aurais dû éprouver de la satisfaction. La justice était rendue, la vérité était révélée et les individus qui m'avaient trahi étaient confrontés à de véritables répercussions. Cependant, je n'étais pas encore satisfait. Nat, tu te souviens de ce que tu as dit à propos de l'adoption d'une position proactive? En effet. Je crois qu'il est temps pour la phase 2. La deuxième phase commença par une consultation téléphonique avec la plus prestigieuse agence de relations publiques de la ville.
Si Vanessa avait l'intention de s'engager dans une bataille médiatique, je résolus de m'assurer que je possédais la meilleure équipe. Monsieur Hawthorne, annonça Rebecca Martinez, l'associée principale du cabinet. J'ai suivi votre récit dans la presse. Toute une situation délicate. Elle est sur le point de devenir encore plus complexe. Ma femme et son partenaire s'efforcent de sauver leur réputation, très probablement en me dépeignant comme un ancien mari vengeur fabriquant de fausses allégations. Et votre objectif est de contrôler le récit? Je cherche à diffuser la vérité. La totalité de celle-ci. Avant qu'ils n'aient l'opportunité de diffuser leur version. Rebecca s'inclina vers l'avant dans sa chaise. C'était une femme impeccablement vêtue dans la cinquantaine, ayant établi sa réputation en gérant les communications de crise pour des politiciens et des célébrités de premier plan. Que proposez-vous précisément? Un blitz médiatique concerté. Conférences de presse, interviews, engagement sur les médias sociaux. Je désire que chaque individu dans cette ville soit pleinement informé des actions de Vanessa Hawthorne et de Tran Bishop, et je veux qu'ils reçoivent cette information directement de moi. Cette entreprise sera coûteuse. Je peux gérer la dépense. Elle sera également impitoyable. Une fois que vous adoptez une telle posture publique, il n'y a pas de rétractation. Votre vie privée devient un registre ouvert. Ma vie privée est déjà un registre ouvert. La distinction est que maintenant j'ai la prérogative d'écrire les chapitres. Rebecca offrit un sourire. Je suis favorablement impressionné, monsieur Hawthorne. Quand commençons-nous? Nous commençons immédiatement. En moins de 24 heures, j'avais constitué une équipe pour les réseaux sociaux, engagé un attaché de presse et programmé une série d'interviews avec tous les principaux organes de presse de la région. La première entrevue était prévue avec l'émission matinale de la chaîne 7, un programme local sympathique qui présentait généralement des galas de bienfaisance et des inaugurations de restaurants. Cependant, l'animatrice, Maria Santos, était une ancienne journaliste d'investigation dotée de la perspicacité nécessaire pour poser les questions pertinentes. Monsieur Hawthorne, nous vous remercions de vous joindre à nous ce matin. Je suis conscient que c'est une période difficile pour vous et votre famille. Merci de me recevoir, Maria. Vous avez raison, cela a été pénible. Cependant, je considère qu'il est crucial que les gens comprennent les événements réels qui se sont produits. Commençons par le début. Quand avez-vous soupçonné pour la première fois qu'il y avait des problèmes dans votre mariage? J'ai raconté l'histoire méticuleusement, en m'en tenant aux faits et en laissant la chronologie parler d'elle-même. Les longues soirées, les escapades clandestines, les plaisanteries acerbes sur le fait d'être un mari à l'essai. J'ai présenté les photos du bateau de croisière, les documents financiers, la preuve de malversation systématique. Cela a dû être dévastateur pour votre fille. A observé Maria. Émilie est la personne la plus résiliente que je connaisse. C'est elle qui a découvert que sa mère mentait au sujet de la conférence de travail. C'est aussi elle qui a insisté pour m'accompagner pour les confronter. Certains pourraient soutenir qu'il était inapproprié d'exposer un enfant à ce genre de scénario. Certains pourraient soutenir que détourner 23 millions de dollars et abandonner sa famille pour son partenaire commercial est inapproprié. Émilie mérite de connaître la vérité sur ce qui s'est passé au sein de notre famille. L'interview a duré 30 minutes et a été rediffusée tout au long de la journée. Le soir, la vidéo avait été diffusée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, mais Vanessa n'était pas disposée à céder sans résistance. 2 jours plus tard, elle a convoqué sa propre conférence de presse à l'extérieur du tribunal fédéral. Je l'ai regardée en direct sur mon ordinateur avec Émilie et Nat à mes côtés. Vanessa était différente de ce qu'elle était au gala sur le bateau de croisière. Plus mince, plus âgée, avec des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait pas complètement dissimuler. Cependant, elle se comportait toujours avec l'assurance de quelqu'un qui croyait pouvoir se sortir de n'importe quelle situation grâce à son éloquence. Je souhaite aborder les récentes allégations portées contre moi et mon partenaire commercial, a-t-elle déclaré, en lisant une déclaration préparée. Ces accusations sont la conséquence d'une campagne vindicative orchestrée par mon mari, dont je suis séparé, et qui nourrit du ressentiment quant à notre dissolution imminente. Elle va vraiment jouer la carte de la victime, a murmuré Nat. La réalité est, a poursuivi Vanessa, que Carter Hawthorne est un homme violent et dominateur qui essaie de nuire à ma carrière depuis des années. Quand j'ai finalement trouvé le courage de le quitter, il a exploité sa richesse et ses relations pour fabriquer des preuves contre moi. C'est un mensonge, a déclaré Émilie, en sautant du canapé. Je sais, ma chérie. Tous ceux dont l'opinion compte le savent. À l'écran,
Vanessa répondait aux questions des journalistes. Madame Osorn, quelle est votre explication concernant les photos du bateau de croisière? Comment justifiez-vous d'être en vacances alors que vous affirmiez être à une conférence de travail? Ces photos ont été sorties de leur contexte. Nous participions à une conférence juridique légitime qui se trouvait se tenir sur un bateau de croisière. De nombreuses organisations professionnelles organisent des conférences dans des lieux insolites. Quelle est votre explication concernant les documents financiers indiquant que des actifs de l'entreprise ont été utilisés à des fins personnelles? Toutes les dépenses étaient des dépenses professionnelles légitimes. Mon mari est consultant en technologie, pas avocat. Il ne comprend pas le fonctionnement des cabinets d'avocats. J'étais obligé d'admirer son audace. Elle mentait avec une conviction totale. Madame Osorn, votre mari affirme que vous l'avez qualifié de mari à laisser en présence de collègues. Est-ce exact? Pour la première fois, Vanessa a hésité. C'est une affaire privée entre époux. Je n'ai jamais eu l'intention que ces mots blessent. Donc vous les avez prononcés. Pas de commentaire. La conférence de presse a duré 20 minutes et a abouti précisément à ce que j'avais prévu. Vanessa est apparue sur la défensive, évasive et peu convaincante. Les journalistes n'ont manifestement pas cru son récit, mais elle n'était pas encore résignée à la défaite. L'escalade suivante s'est manifestée sous la forme d'une action en justice. Vanessa et Tran ont intenté une action en justice contre moi pour diffamation, alléguant que j'avais sciemment diffusé de fausses déclarations qui portaient atteinte à leur réputation et à leur carrière. C'est une manœuvre désespérée, a expliqué mon avocat, David Kim, lors de notre réunion pour délibérer sur leur plainte. Ils s'efforcent de vous impliquer dans un procès et de vous dépeindre comme l'agresseur. Peuvent-ils gagner? Impossible. Tout ce que vous avez déclaré publiquement est soit un fait documenté, soit une opinion protégée. Cependant, ils peuvent rendre votre existence misérable pendant les 2 prochaines années. Quelle est votre recommandation? Nous contre-attaquons pour fraude, violation du devoir fiduciaire, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et toute autre cause d'action que je pourrais concevoir. Nous exigeons des dommages et intérêts qui les mettront en faillite pour le reste de leur vie. Procédez. Le conflit juridique a escaladé rapidement. Déposition, demande de documents, motion et contre-motion. Les deux camps ont retenu les services d'avocats coûteux et ont initié la procédure longue et épuisante de destruction mutuelle au sein du système judiciaire. Cependant, le véritable conflit se déroulait dans la sphère publique. Vanessa et Tran ont engagé leur propre cabinet de relations publiques et ont lancé leur propre campagne médiatique. Ils sont apparus dans des talk-shows, ont accordé des interviews à des blogueurs sympathisants et ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag #La vérité sur Carter. Leur stratégie était simple, me dépeindre comme un homme riche et puissant qui utilisait ses ressources pour détruire son innocente épouse. Ils affirmaient que j'étais dominateur, violent et vengeur. Ils alléguaient que j'avais monté notre fille contre sa mère et que j'exploitais Emily comme une arme dans notre procédure de divorce. Cela aurait pu réussir si je n'avais pas été préparé. Pour chaque interview que Vanessa donnait, je diffusais de nouvelles preuves. Relevés bancaires, courriels, témoignages. Quand elle affirmait que j'étais violent, je publiais des enregistrements d'elle riant de son mari décès avec ses collègues. Quand elle prétendait que j'étais dominateur, je présentais des documents concernant ses cartes de crédit clandestines et ses comptes bancaires dissimulés. Le public a commencé à choisir son camp. #Team Carter contre #Team Vanessa s'est développé sur les plateformes de médias sociaux, dans les sections de commentaires des journaux et lors de dîners dans toute la ville. Cependant, la confrontation la plus cruciale restait à venir. Emily gérait tout remarquablement bien, étant donné que sa mère dénigrait publiquement son père et mademoiselle Usée. Elle continuait à aller à l'école, à faire ses devoirs et à m'aider à préparer notre dossier. Cependant, je pouvais discerner le stress qui la rongeait. « Papa » a-t-elle remarqué un soir alors que nous examinions des documents pour la déposition du lendemain. « Crois-tu que maman admettra un jour ce qu'elle a fait? Je n'en suis pas certain, ma chérie. Certaines personnes sont incapables d'admettre qu'elles ont tort, même quand tout le monde connaît la vérité. Elle était différente avant, n'est-ce pas? Avant que tout cela n'arrive. J'ai regardé ma fille, essayant de déterminer comment répondre à cette question honnêtement. Ta mère a toujours été ambitieuse, ai-je finalement dit. Ce n'est pas forcément un défaut. Cependant, à un moment donné, elle a décidé qu'obtenir ce qu'elle voulait était plus important qu'être honnête, loyale ou gentille. Crois-tu qu'elle nous ait jamais vraiment aimés?
Cette question m'a frappé avec la force d'un coup à la poitrine, car j'avais moi-même envisagé la même question. Je crois qu'elle aimait l'idée de nous, ai-je répondu. Le mari prospère, la fille exemplaire, la résidence opulente. Cependant, je ne crois pas qu'elle ait jamais compris la véritable essence de l'amour. Émilie a hoché la tête comme si cela résonnait en elle. Papa? Oui. Je suis contente que nous ripostions. Même si c'est difficile. Moi aussi, ma grande. Le lendemain matin a apporté des informations qui ont tout changé. Nat m'a appelé à 6 heures du matin, ce qui signifiait soit des nouvelles exceptionnellement bonnes, soit des nouvelles exceptionnellement mauvaises. Allume la chaîne 12, m'a-t-il ordonné sans préambule. J'ai pris la télécommande et émis les nouvelles locales. Un journaliste était posté devant l'immeuble en copropriété de Tran, au centre-ville, qui était encerclé par des véhicules de police et des véhicules du FBI. Des agents fédéraux ont exécuté des mandats de perquisition tôt ce matin au domicile de Tran Bishop, l'avocat au centre d'une enquête en cours pour fraude. Des sources nous informent que la perquisition est liée à des allégations supplémentaires d'irrégularités financières impliquant de multiples victimes. La caméra a montré des images d'agents emportant des boîtes de preuves du bâtiment. Purée, ai-je soufflé. C'est encore mieux, a remarqué Nat. J'ai un contact au sein du FBI. Ils ont découvert des preuves d'un système de Ponzi remontant à 5 ans. Tran ne se contentait pas de vous voler, vous et ses femmes. Il orchestrait une opération de fraude à l'investissement à grande échelle. Nous parlons de dizaines de victimes et de dizaines de millions de dollars. Et Vanessa? Ses empreintes sont partout. Comptes bancaires, sociétés écrans, faux documents. Elle ne se contentait pas de coucher avec lui, elle était sa complice. Je me suis effondré sur mon canapé, le poids de cette révélation m'écrasant. Il risque la prison, ai-je déclaré, pour une durée potentiellement très longue. Le procureur fédéral faisait allusion à des accusations de racket, de blanchiment d'argent et de fraude postale. Ça dépasse votre divorce, Carter. Il s'agit de crimes organisés. J'aurais dû me sentir justifié. Tout ce que j'avais soupçonné, chaque accusation que j'avais portée contre eux, était confirmée de la manière la plus spectaculaire qui soit. Au lieu de cela, une profonde lassitude m'a envahi. Que se passe-t-il maintenant? Est-ce qu'on se contente de les regarder sombrer? Et nous nous assurons qu'ils chutent avec une force considérable. Cependant, Vanessa avait une dernière stratagème en réserve. Cet après-midi-là, pendant que j'étais à mon travail, elle s'est matérialisée à l'école d'Émilie. À 2h30, j'ai reçu un appel de la directrice. Monsieur Hawthorne, je vous prie de m'excuser pour cette intrusion, mais nous sommes confrontés à une situation plutôt délicate. La mère d'Émilie est venue la chercher plus tôt, prétextant une urgence familiale. Lorsque nous avons demandé des documents justificatifs, elle est devenue visiblement agitée. Où est Émilie actuellement? Elle est en sécurité dans mon bureau. Elle a refusé d'accompagner sa mère et a demandé que nous vous contactions à la place. J'arrive immédiatement. J'ai enfreint plusieurs règles du code de la route dans ma hâte d'arriver à l'école d'Émilie. À mon arrivée, j'ai trouvé Vanessa dans le bureau de la directrice, en pleine dispute avec 2 policiers qui avaient été appelés lorsqu'elle a refusé de partir. Émilie était assise sur une chaise à côté du bureau de la directrice, paraissant petite et effrayée, mais résolue. Carter, Dieu merci, s'est exclamée Vanessa en me voyant. Dites-leur que j'ai le droit de voir ma fille. Vous avez droit à des visites supervisées, ai-je rétorqué, un droit que vous avez ignoré au cours des 30 derniers jours. L'ordonnance du tribunal stipule que vous pouvez voir Émilie les week-ends sous supervision dans un lieu neutre. Elle ne vous autorise pas à vous présenter à son école et à tenter de l'emmener sans autorisation. L'un des policiers s'est avancé. Monsieur Hawthorne, nous comprenons qu'il y a un conflit de garde en cours. Nous devons simplement nous assurer que toutes les parties respectent les procédures établies. Bien sûr. Émilie, ça va? Elle a hoché la tête affirmativement et est venue se tenir à mes côtés. Maman a affirmé qu'il y avait une urgence et que je devais l'accompagner immédiatement, mais elle ne voulait pas me dire quelle était l'urgence, et elle semblait bizarre. J'ai examiné Vanessa plus attentivement. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage était étalé et ses mains tremblaient imperceptiblement. Vanessa, à quand remonte la dernière fois que tu as dormi? Je vais parfaitement bien. J'ai juste besoin de parler avec ma fille. Vous avez besoin d'aide. D'aide professionnelle. J'ai besoin que ma famille soit réunie, a-t-elle hurlé,
sa voix portant suffisamment loin pour que plusieurs enseignants regardent dans le bureau. J'ai besoin de réparer ça. Vous ne pouvez pas réparer ça, ai-je dit doucement. Il est trop tard pour ça. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons négocier une solution. Abandonnez les charges, arrêtez l'enquête. Je céderai à toutes vos exigences. Je veux que vous cherchiez de l'aide. Et je veux que vous laissiez Emily tranquille jusqu'à ce que vous le fassiez. Vanessa m'a regardé, puis Emily, puis les policiers qui perdaient manifestement patience face à la situation. Ce n'est pas fini, a-t-elle déclaré finalement. Si, ai-je répondu. Ça l'est. Elle est partie sans dire un mot de plus, escortée par les policiers qui se sont assurés qu'elle montait dans sa voiture et s'éloignait. Emily et moi sommes restés sur le parking, la regardant s'éloigner au loin. Papa, est-ce que maman va s'en sortir? Je ne sais pas, ma chérie. J'espère sincèrement que oui. Tu l'aimes encore? J'ai réfléchi à cette question pendant un long moment avant de répondre. J'aime la personne qu'elle était autrefois. Ou la personne que je croyais qu'elle était. Mais cette personne n'a peut-être jamais existé en premier lieu. Emily m'a pris la main. Je suis désolé que ça se passe. Moi aussi. Mais on va s'en sortir. Toi et moi. On va s'en sortir. J'en étais convaincu. Mais j'étais sur le point de découvrir que Vanessa avait une dernière manœuvre désespérée en réserve. Et elle s'annonçait comme la plus dangereuse de toutes. L'appel est arrivé à 3 heures du matin un mardi de novembre. J'ai été réveillé par mon téléphone qui vibrait avec insistance sur la table de chevet, l'écran affichant le numéro de Nat. Carter, nous sommes confrontés à un problème, a-t-il annoncé sans préambule. Vanessa a disparu. Je me suis redressé sur mon lit, instantanément alerte. Disparue dans quel sens? Elle ne s'est pas présentée à son audience au tribunal hier. Son avocat n'a pas réussi à la contacter. Le bureau fédéral d'investigation s'est rendu à l'appartement de Tran pour les appréhender tous les deux, mais ne l'a trouvé que lui. Vanessa est absente. Peut-être s'est-elle enfuie. A-t-elle quitté la ville, quitté le pays? C'était l'hypothèse dominante jusqu'à il y a environ 60 minutes. Que s'est-il passé il y a 60 minutes? Quelqu'un s'est introduit de force chez vous, Carter. La société de surveillance m'a contacté quand elle n'a pas réussi à vous joindre. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et constaté 17 appels manqués de la société de sécurité. J'étais endormi. Le téléphone était en mode silencieux. Je me suis déjà extrait du lit, enfilant mes vêtements. Comment savez-vous que c'était Vanessa? Parce qu'elle a laissé une communication écrite. Et, Carter, vous devez récupérer Emily et évacuer les lieux immédiatement. J'ai dévalé le couloir jusqu'à la chambre d'Emily. Son lit était vide. Emily. J'ai crié, traversant la maison, allumant les lumières, scrutant chaque pièce. Elle était partie. J'ai découvert la note sur le comptoir de la cuisine, écrite de la main de Vanessa sur un morceau de mon propre papier à lettres. Carter, j'ai Emily. Elle est en sécurité, mais nous devons entamer un dialogue. Viens seul à l'entrepôt désuet à l'angle de Miller et 3rd Street. Si tu amènes les forces de l'ordre ou toute autre personne, tu ne la reverras jamais. Ceci conclut pour ce soir. Mes mains tremblaient alors que je rappelais Nat. Elle a Emily, ai-je articulé. Jésus-Christ. D'accord, je contacte les autorités. Non, avait-elle écrit. Pas de police, sinon je ne reverrai plus jamais Emily. Carter, vous ne pouvez pas vous aventurer seul. Cette femme a tout perdu. Elle est désespérée, peut-être instable. Il est impossible de prédire ce qu'elle pourrait commettre. Elle reste la mère d'Emily. Elle est aussi une fugitive fédérale qui vient d'enlever votre fille. Je savais que Nat avait raison, mais la note était sans équivoque, et je ne pouvais pas mettre en danger la sécurité d'Emily. J'y vais, ai-je déclaré, mais je veux que vous suiviez mon téléphone. Si quelque chose dévie de la trajectoire prévue, je serai 5 minutes derrière vous. Et, Carter, soyez prudent. Les gens désespérés commettent des actes désespérés. Le quartier des entrepôts était enveloppé dans l'obscurité et la désolation à 3h30 du matin. Miller et 3rd était un édifice industriel désuet, abandonné depuis des années. Le genre d'endroit où des événements défavorables se produisent dans les films. Je me suis garé à l'extérieur et suis resté dans ma voiture un instant, essayant de penser clairement. Vanessa était acculée,
confrontée à des décennies d'emprisonnement, sa carrière anéantie, sa réputation en ruine. Elle n'avait plus rien à perdre, à part Émilie et moi. Je suis sorti du véhicule et me suis dirigé vers l'entrée principale. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, l'entrepôt était un labyrinthe d'ombre et d'espaces vides. Le clair de lune filtrait à travers les fenêtres brisées, créant des taches argentées sur le sol en béton. « Vanessa !» j'ai crié. « Par ici !» J'ai suivi sa voix, m'enfonçant plus profondément dans l'édifice, dépassant des machines rouillées et des piles de caisses abandonnées. Je les ai localisées dans ce qui était autrefois la zone d'assemblage principale, un vaste espace ouvert avec un haut plafond et des fenêtres situées le long du sommet. Émilie était assise sur une chaise à environ 6 mètres de moi, ses mains attachées derrière son dos avec des colliers de serrage, mais autrement indemne. Elle semblait effrayée, mais alerte. « Papa » a-t-elle appelé quand elle m'a aperçu. « Je suis là, ma chérie. Tout va bien se passer. » Vanessa a émergé des ombres à côté d'Émilie. Elle avait l'air horrible, émaciée, les yeux creux, vêtue des mêmes vêtements qu'elle portait à l'école 72 heures auparavant. Mais elle brandissait un outil. « Bonjour, Carter. » Vanessa a relâché Émilie. « Quelle que soit la nature de ceci, cela se limite à vous et moi. » « Non, cela concerne nous tous. Concerne notre famille. Concerne ce que vous avez fait pour détruire tout ce que j'ai travaillé à accomplir. » « Ce que j'ai fait ? Vanessa, vous avez détourné 23 millions de dollars. Vous avez eu une liaison avec votre associé. Vous avez trompé notre fille pendant des mois. J'ai commis des erreurs, a-t-elle affirmé, l'outil vacillant légèrement dans sa main. Mais je n'ai jamais voulu que cela se termine ainsi. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Émilie. Alors, arrêtez d'en faire. Lâchez l'outil et laissez-la partir. Je ne peux pas aller en prison, Carter. Je ne le supporterai pas. Vous auriez dû y penser avant de décider de devenir une criminelle. Son visage s'est tordu de colère. Je suis devenu ce que j'ai été forcé de devenir. Croyez-vous que c'était facile d'être marié à vous, Monsieur Parfait ? Avec votre sarcasme et votre jugement et votre incapacité totale à comprendre l'ambition. J'ai soutenu votre ambition. J'ai investi mes fonds personnels dans votre entreprise. Vous avez investi vos fonds afin de pouvoir exercer un contrôle sur moi. Afin que vous puissiez être la figure dominante, le mari prospère avec la femme avocate. Mais tu n'as jamais vraiment cru en moi. C'est faux. N'est-ce pas ? Quand je t'ai fait part de mon désir de créer mon propre cabinet, quelle a été ta réponse ? J'ai essayé de me souvenir. Cela me semblait dater d'une éternité. J'ai dit que c'était risqué. J'ai suggéré que tu devrais peut-être attendre quelques années, acquérir plus d'expérience. Tu as affirmé que je n'étais pas prête. Tu as affirmé que je devais faire preuve de patience. J'essayais d'être réaliste. Tu essayais de me maintenir insignifiante. Elle cria, et Émilie sursauta sur sa chaise. Comme tout le monde dans ma vie. Mes parents, mes professeurs, mes collègues, tout le monde. Me disant sans cesse d'attendre, de faire preuve de patience, de connaître ma place. Je pouvais maintenant distinguer les larmes coulant sur son visage, mais l'outil ne déviait jamais de sa position, pointé sur Émilie. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui avait foi en moi, continua-t-elle. Quelqu'un qui percevait mon potentiel et désirait m'aider à le réaliser. Trent exploitait, Vanessa, exactement comme il exploitait ses autres épouses. C'est un mensonge. Il a avoué. Le FBI possède des enregistrements de lui se moquant de la facilité avec laquelle il t'a manipulé. Il t'appelait son idiot utile. La couleur quitta son visage. Tu inventes. Je n'invente pas. Trent Bishop est un escroc, et tu n'étais que sa cible la plus récente. La seule différence est que tu étais tellement désespéré de faire tes preuves que tu l'as aidé à escroquer des innocents. Arrête ça. Il ne t'a jamais aimé, Vanessa. Il aimait ton désespoir. Il aimait la facilité avec laquelle il pouvait te persuader d'enfreindre la loi pour lui. Arrête ça. Elle cria, balançant l'outil vers moi. C'est alors qu'Émilie a agi. Ma fille de 12 ans, les mains liées derrière le dos, se propulsa latéralement hors de la chaise juste au moment où Vanessa déchargea l'arme. La détonation fut assourdissante dans l'espace confiné. Je plongeai vers Émilie alors que Vanessa tentait de viser pour un tir suivant, mais elle n'en eut jamais l'occasion. FBI. Lâchez l'arme.
L'entrepôt s'illumina alors que des agents fédéraux envahissaient chaque entrée. Des points laser rouges dansaient de manière menaçante sur la poitrine de Vanessa tandis qu'une bonne douzaine d'armes étaient braquées sur elle. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle avec frénésie, serrant toujours l'outil, des larmes coulant sur son visage. « Lâche-le, Vanessa, dis-je doucement. C'est fini. » Son regard croisa le mien, puis se porta sur Émilie, qui luttait pour se redresser sur le sol. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, murmura-t-elle. « Je sais. Mais tu dois poser l'outil maintenant. » Pendant un moment palpitant, j'ai craint qu'elle ne retourne l'arme contre elle-même, mais alors sa main se relâcha, et l'outil s'écrasa sur le sol en béton. Les agents se précipitèrent immédiatement, l'encerclant, lui passant les menottes, lui récitant ses droits. Je me précipitai vers Émilie et utilisai mon couteau de poche pour couper les attaches en plastique. « Ça va ?» demandai-je, la serrant dans mes bras. « Ça va. Elle ne m'a pas fait de mal, papa. Elle n'arrêtait pas de dire que tout était de ta faute et que nous pourrions redevenir une famille si tu voulais bien lui pardonner. Tu l'as cru ? Non. Elle a menti pendant si longtemps, je ne pense pas qu'elle sache même ce qu'est la vérité. » Je serrai ma fille contre moi et regardai les agents fédéraux escorter ma femme. Elle nous jeta un dernier regard, son visage un masque austère de chagrin et de regret. « Je suis désolée, murmura-t-elle, mais il était bien trop tard pour les excuses. » Plus tard, alors que nous étions assis dans le bureau de terrain du FBI pour fournir nos dépositions, l'agente Sarah Morrison expliqua ce qui s'était passé. « Nous suivons Madame Osborne depuis qu'elle a manqué sa date d'audience, dit-elle. Lorsque votre ami Monsieur Peterson a appelé au sujet du cambriolage, nous étions déjà en train de nous mobiliser. Nous avions encerclé l'entrepôt avant même que vous n'arriviez. Vous m'avez utilisé comme appât, déclarai-je. Nous vous avons utilisé en tant que père inquiet qui essayait de sauver sa fille. Ce que vous étiez. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Madame Osborne sera accusée d'enlèvement, d'agression avec une arme mortelle et d'environ 15 autres crimes fédéraux. Combinée aux accusations de fraude, elle risque entre 25 et 30 ans de prison. Étrange. Monsieur Bishop coopère pleinement à notre enquête. Il a fourni des preuves contre des dizaines d'autres suspects. En échange d'une peine réduite, il purgera probablement entre 10 et 12 ans. Émilie leva les yeux de son chocolat chaud qu'un agent lui avait donné. Qu'en est-il des personnes qu'ils ont volées? Est-ce qu'elles récupèrent leur argent? Une partie. Nous avons récupéré environ 40% des fonds volés. Ce n'est pas tout, mais c'est quelque chose. Nous rentrâmes chez nous alors que le soleil commençait à se lever, tous deux épuisés mais soulagés. La maison semblait différente, plus sûre, plus propre, comme si un lourd fardeau avait été levé de chaque pièce. Papa? Tu es triste? Au sujet de maman, je veux dire, dit Émilie alors que nous étions dans la cuisine, tous les deux trop excités pour dormir. Oui, ma chérie. Je considérais sa question un long moment. Je suis triste de ce qu'elle est devenue, finis-je par dire. Je suis triste qu'elle ait fait des choix qui ont blessé tant de personnes, y compris elle-même. Mais je ne suis pas triste que ce soit fini. Moi non plus. Est-ce que c'est terrible? Non, ma puce. C'est honnête. Et c'est sur l'honnêteté que nous allons construire notre nouvelle vie. Émilie sourit, le premier sourire sincère que je lui voyais depuis des mois. Juste toi et moi. Juste toi et moi. Mais j'ai le sentiment que tout va bien se passer. 6 mois plus tard, je me tenais dans une salle d'audience et j'observais Vanessa Osborne recevoir sa sentence, 28 ans dans une prison fédérale. Elle avait plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation en échange de l'accord du procureur de ne pas demander de peine supplémentaire. Elle paraissait plus âgée, plus grise, vêtue d'une combinaison orange au lieu des vêtements de créateur qu'elle affectionnait autrefois. Lorsque le juge lui demanda si elle avait quelque chose à dire, elle se leva et s'adressa directement à moi. « Carter, je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais. Je ne mérite pas d'être pardonné. Mais je veux que tu saches que je vous ai aimé, toi et Émilie, même lorsque j'étais trop brisé pour le montrer correctement. J'espère qu'un jour Émilie comprendra que sa mère n'a pas toujours été la personne qu'elle est devenue. » Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. Après le prononcé de la sentence, Émilie et moi sortîmes du palais de justice sous le soleil printanier éclatant. Des journalistes nous interpellèrent, mais nous les ignorâmes. Nous avions exprimé tout ce que nous avions besoin de dire il y a des mois. « Comment tu te sens ?» demandai-je à Émilie alors que nous montions dans la voiture. « Libre » répondit-elle sans hésitation.
Comme si on pouvait enfin avancer dans nos vies. Qu'est-ce que tu veux faire de notre liberté? Est-ce qu'on peut avoir un chien? Je ris, le premier rire vraiment joyeux que j'avais eu depuis plus d'1 an. Oui, ma puce, on peut avoir un chien. Pendant que nous rentrions chez nous, je repensais à tout ce qui s'était passé, la trahison, les mensonges, l'humiliation publique, les batailles juridiques, la peur. Tout cela avait été douloureux, mais c'était aussi nécessaire. Parfois, le seul moyen de construire quelque chose de nouveau implique de démanteler complètement ce qui précédait. Vanessa m'avait qualifié de mari, à l'essai, comme si je n'étais qu'un entraînement pour la vraie affaire. Cependant, elle se trompait à ce sujet, tout comme elle s'était trompée sur tant d'autres choses. Je n'étais pas un entraînement pour quoi que ce soit. J'étais la vraie affaire. Un père. Un homme. Une personne qui refusait d'être détruite par la cruauté et l'avarice de quelqu'un d'autre. Et maintenant, enfin, j'étais libre de le prouver. Émilie et moi avons passé la soirée à regarder des photos de chiens de refuge en ligne, à planifier notre nouvelle vie ensemble. Dehors, le soleil se couchait sur ce qui ressemblait à la conclusion du chapitre le plus long et le plus sombre de nos vies. Demain serait meilleur, j'en étais certain.